En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et lundi, c'est Laetitia Krepa qui est avec nous. Bonjour Laetitia. Bonjour Steve. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. On revient avec vous sur le lancement d'un nouveau mouvement politique ce week-end, de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. C'est sous ces nouvelles couleurs qu'il concourra donc à la présidentielle. Laetitia, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il changé le nom de son parti pour cette nouvelle campagne présidentielle ? Est-ce que vous avez remarqué qu'il le fait à chaque fois ? Il le fait depuis 2012. 2012, il était parti sous la bannière Front de gauche. En 2017, il est parti avec la France insoumise. Et donc là, hier, à Reims, devant 2000 militants, il a lancé l'Union populaire, petit nom qu'il avait déjà laissé filtrer il y a quelques mois, mais qui était passé au-dessous de tous les radars. Pourquoi il fait ça, Jean-Luc Mélenchon ? Pour une raison très simple, ça lui permet de rester candidat, tout en donnant l'impression un peu d'un changement. Mais c'est uniquement rhétorique et je vais vous expliquer pourquoi. On va d'abord l'écouter, lui, hier à Reims, expliquer pourquoi ce changement de nom et pourquoi il a choisi Union populaire. Nous voici donc au démarrage de cette phase qui s'appelle l'Union populaire. Les insoumis maintiennent leur mouvement et se mettent tout entier au service de la cause de l'Union populaire, qui peut dès lors rassembler toutes celles et tous ceux qui peut-être auraient été embarrassés de donner l'impression qu'ils rallient une organisation, le mouvement insoumis, mais qui pourront trouver leur place dans cette union populaire qui est l'union à la base, plus que l'union au sommet. Est-ce que c'est clair pour vous, Steve ? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas vraiment clair parce qu'on comprend, d'après ce que dit Jean-Luc Mélenchon, que le mouvement Les Insoumis persiste. Mais il crée un groupe plus grand, Union populaire, pour essayer de fédérer les militants d'autres partis. Il a compris qu'en fait, et puis il a aussi balayé de revers de main, que l'union des partis ne se ferait pas par le haut, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'union transpartisane pour faire gagner un camp de la gauche. Et donc, il appelle les électeurs, les Français, la société civile à rejoindre cette union populaire. Et ensuite, il a dévoilé le programme sur plus d'une heure. Finalement, quand on regarde toutes les mesures pour l'instant qui sont énoncées, elles sont quand même très proches de celles de 2017. On retrouve la sortie des traités européens, on retrouve la lutte pour la justice sociale, la réduction des inégalités avec la hausse du SMIC à 1400 net, 1400 euros net, la retraite à 60 ans, la semaine de 4 jours, l'arrêt du nucléaire avec cette fois la promesse de fermer toutes les centrales, mais le programme finalement n'est pas très nouveau, très novateur. Donc on a un Jean-Luc Mélenchon que l'on connaît, un programme et des idées que l'on connaît, et un nouveau nom. Donc le nouveau nom doit servir, encore une fois, à créer l'illusion d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle dynamique politique où il veut aussi faire entrer des artistes, des noms, des personnalités. Il a compris qu'il avait besoin de porte-parole. Et quand on a une personnalité avec une notoriété acquise, c'est plutôt gagné. Donc, rendez-vous en janvier. C'est là que doit être lancé le Parlement, dit-il, de l'Union populaire. Et on verra quelles sont les figures qui le représentent. Donc c'est une des stratégies qui a été dévoilée hier par le leader insoumis, donc de l'Union populaire désormais. Avec quel objectif ? En fait, il a demandé aux militants d'aller tracter et d'aller faire du porte-à-porte. Voilà. Il a été demandé d'aller chercher les abstentionnistes. On va venir chez vous peut-être, on va venir chez le voisin pour vous convaincre d'aller voter. Évidemment, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est mieux, mais en tout cas, d'aller aux urnes. Et c'est l'enjeu pour tous les candidats. Ils ont compris qu'en 2017, ils étaient 25% à s'abstenir. Et quand on voit les régionales où 2 Français sur 3, parfois plus en fonction des régions, sont restés chez eux et ne sont pas allés aux urnes, tous les candidats ont compris que cette réserve de voix chez les abstentionnistes pouvait leur faire passer le premier tour. Pourquoi ? Parce qu'ils seront nombreux au premier tour et donc ça va se jouer à très peu. Donc une dizaine de voix, c'est toujours bon à prendre. Et dans cette course aux abstentionnistes, Jean-Luc Mélenchon a une longueur d'avance. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'il a développé depuis 2017 et même avant des outils numériques très performants. Lesquels ? C'est-à-dire qu'il a réussi à développer des plateformes, il a réussi à créer des communautés sur Twitter notamment et
sur les autres réseaux sociaux, qui sont très puissantes, très S'adresser à ces constituées. abstentionnistes. Bien sûr, et on sait bien que les jeunes sont davantage captifs des réseaux numériques que des médias traditionnels. Donc évidemment qu'ils continuent à aller à la télévision, à la radio, parce que ceux qui vont voter sont quand même encore aujourd'hui plutôt les retraités. Mais là où Jean-Luc Mélenchon avait réussi en 2017, où il continue cette fois-ci, c'est d'aller chercher les jeunes avec, vous avez compris aussi, ce nom quand même insoumis qui reste sur les réseaux. Ce sont aussi, Laetitia, les classes populaires qui sont visées. Oui, c'est évidemment le gros de la cible. Et encore une fois, ces classes populaires, c'est aussi, elles sont dans la ligne de mire de tous les candidats à gauche comme à droite. Même à l'extrême droite de l'échiquier politique. Marine Le Pen vise clairement ces classes populaires. Pourquoi ? Parce que depuis 20 ans, ce vote s'est éparpillé. On ne sait plus très bien où vont voter les ouvriers, pour faire vite. Vous voyez, cette classe qui était vraiment, d'un point de vue socio-professionnel, très bien définie, aujourd'hui, elle s'est évaporée parce qu'elle s'est éparpillée et c'est difficile de donner les caractéristiques de cette catégorie de classe populaire. Et d'ailleurs, dans son discours, c'est très intéressant d'écouter les mots. Voilà pourquoi le changement de nom est aussi finalement éloquent. L'Union populaire, Steve, c'est bien, on a bien le populaire. L'Union populaire, ça fait penser au bloc populaire. C'est-à-dire, par exemple, c'est Jérôme Sainte-Marie qui développe cette idée, Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur, le bloc populaire versus le bloc élitaire. Mais ce bloc populaire, on n'arrive pas vraiment à savoir qui est dedans. On sait qu'il y a le gros des abstentionnistes, on sait qu'il y a la classe populaire, mais sur quelle thématique ? Les fédérer, ça c'est compliqué. Les réunir, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, il va avec le travail, il va avec le coût de la vie, sauf qu'on sait que ces classes populaires se sont divisées sur les questions de l'immigration, de la sécurité, de l'identité et aussi de l'islam. Là où Jean-Luc Mélenchon, lui, est positionné à l'extrême opposé. Donc c'est tout l'enjeu pour ce candidat de la gauche de faire revenir les classes populaires sur des sujets sur lesquels ils se sont divisés auparavant. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon vise également les gilets jaunes ? Bien sûr, là vous avez vu avec le prix de l'essence qui augmente, les gilets jaunes tentent à se manifester à nouveau, c'est-à-dire qu'ils redescendent dans la rue, mais ils n'avaient pas disparu. Quand vous regardez encore une fois les réseaux sociaux, c'est important d'être vigilant et de regarder ce qui s'y passe, notamment sur Facebook, c'est là où ils sont le plus organisés. Les gilets jaunes ont toujours continué d'exister, leurs revendications également. Donc là, à la faveur de l'automne et effectivement de la flambée du coût de la vie, les gilets jaunes tendent à se réorganiser. Est-ce que ça va prendre ? On ne sait pas. Mais on sait, et ça tous les candidats à la présidentielle le savent, c'est la plus grande menace pour le gouvernement. Ça a été vraiment ce qui a fait vaciller le quinquennat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le sait très bien lui-même. C'est pour ça que le gouvernement fait tout pour éteindre le feu dès qu'une petite flamme part. Donc là, Jean-Luc Mélenchon, comme les autres, vont essayer, bien sûr, encore une fois, d'aller parler avec ces gilets jaunes et de les faire revenir à la politique. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été un échec. Alors pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon est crédité dans les sondages de 8, 9, voire 10%. Est-ce qu'un changement de nom va suffire à lui permettre d'aller un peu plus haut ? Écoutez, si on regarde 2017, je vous dirais oui. Parce que finalement, du front de gauche, on est passé aux insoumis. Grâce, encore une fois, à ce que je vous ai expliqué, les outils numériques, grâce à cet objectif jeune qui finalement avait été relevé, oui, ça a permis à Jean-Luc Mélenchon d'arriver 4e, quasi ex aequo avec François Fillon. Alors que quand on regarde les sondages, à la même période, en 2017, il est grosso modo dans les données d'aujourd'hui, c'est-à-dire 8, 9, 10%. C'est vraiment c'est les chiffres qu'on lui donnait à la même période en 2017. Donc rien ne dit qu'il ne va pas réitérer cette montée, pas fulgurante, mais quand même qui avait été très significative. Sauf que, est-ce qu'on refait le même exploit à chaque fois? Je ne sais pas. Est-ce que changer de nom suffit? Est-ce que finalement, il ne fallait pas changer l'homme? Parce que depuis 3 élections, 3 scrutins, c'est toujours le même candidat qui propose les mêmes idées. Bien sûr, à la marge, il y a toujours un peu d'adaptation, mais c'est le même homme. Est-ce que le projet n'aurait pas été gagnant avec un autre homme? Ça, c'est tout l'enjeu pour la France insoumise
l'Union populaire aujourd'hui. Affaire à suivre. Merci beaucoup Laetitia Crepin. On peut réécouter En route vers la présidentielle en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec David Rovodalon du journal du dimanche. À lundi prochain. À lundi.